Travail d'équipe également sur les talus colonisés par les anémones de mer. Une girelle s'est empêtrée dans les tentacules venimeux. Elle sera récupérée, mais à moitié morte. On comprend mieux pourquoi la plupart des poissons respectent un périmètre de sécurité autour des anémones de mer. À l'exception des poissons clowns, qui eux sont immunisés contre leur venin. En contrepartie, ils protègent l'anémone de ses prédateurs. Mais parfois, les anémones remballent leurs tentacules et les poissons clowns se retrouvent à la rue. Où aller? Ce logement est déjà occupé. Le suivant aussi. Il ne reste plus qu'à se battre avec son propriétaire. C'est la descendance des poissons clowns qui est en jeu, car ils fixent leurs œufs sur les rochers où s'agrippent les anémones de mer. Les larves sont ainsi bien protégées derrière une palissade de tentacules. Les poissons veillent sur leurs œufs jour et nuit, trient les mauvais, les éventent. Bientôt les œufs écloront et personne n'aura le droit d'approcher. La défense de leur progéniture mobilise toute l'énergie des poissons, car sans descendance, l'espèce s'éteint. Dans le récif, la diversité des modes de protection de la frayère est étonnante. Chez les balistes, le berceau est une simple cuvette, ce qui implique de monter la garde. D'aérer les œufs de temps en temps et surtout de rester vigilant. Menace en vue. Un oursin se dirige droit sur la frayère. Il faut protéger les œufs coûte que coûte. Après quelques secondes de réflexion, le baliste souffle sur l'oursin et cherche à l'écraser. Il brise sa coquille, laissant un trou béant. Avec quelques piquants dans la gueule, le baliste reprend sa faction. La surveillance des œufs n'a rien d'un jeu d'enfant. Même à deux, un couple de demoiselles cherche la proximité d'une branche de corail. La femelle y a fixé ses œufs. Les deux parents s'activent sans répit pour maintenir la frayère propre. Un peu plus loin, la même espèce, au lieu de veiller sur ses œufs, est en train de les manger. C'est un cas extrême. Un des parents a disparu et l'adulte restant ne peut s'occuper seul de la couvée. Autant la dévorer avant que d'autres ne s'en chargent. Les dorades grises célèbrent des noces collectives. La semence des mâles se répand sous la forme d'un immense nuage. Elles sont constamment en mouvement et mises sur l'effet de nombre. N'importe quel prédateur serait désorienté.
Pour protéger leurs œufs, les castagnols rouges utilisent une tactique particulière. Mais pour l'instant, le couple en est encore à marivauder. La parade nuptiale consiste à tourner en rond sans s'arrêter, idéal pour stimuler les hormones. La ponte aura bientôt lieu. En attendant, allons voir un autre lieu de couvaison. Les castagnols noirs vivent en groupe et creusent leur nid côte à côte. Lorsqu'un intrus approche, tout le monde est prévenu. Le Bernard l'ermite constitue une menace potentielle. Les œufs riches en protéines pourraient l'intéresser. Les castagnols noirs sont nerveuses. Pour l'instant, le crustacé s'intéresse à la végétation. Que peut-il lui arriver? En cas de danger, il n'a qu'à se réfugier dans sa coquille. Mais la patience des castagnols a des limites. Il va passer un mauvais quart d'heure. Pourtant, les castagnols noirs auraient mieux fait de rester près des nids. Une bande de girelles paons a profité de l'aubaine pour se jeter sur les œufs. Elles sont déchaînées et supérieures en nombre. Une grande partie des œufs sera engloutie. Les castagnols rouges ne risquent pas ce genre d'attaque. Les œufs sont bien à l'abri dans la gueule du mâle. Une nurserie itinérante, 100% sûre. Sauf naturellement si le mâle se fait dévorer. La lumière bleue des projecteurs spéciaux montre le récif sous un jour radicalement différent. Le corail flamboie d'un rose fluorescent. Un phénomène mystérieux récemment découvert. Le Bernard l'ermite se retrouve avec des feux arrière. Une masse qui rougeoie comme de la lave en fusion et qui éjecte un nuage. Quel est ce phénomène? C'est un acte de procréation, une anémone adhésive qui libère ses gamètes. Ce feu d'artifice est filmé pour la première fois. Sous la lumière bleue, le récif s'épaissit de mystère. Certains endroits des océans sont des lieux de rencontres spécifiques, comme ici, où viennent s'accoupler les seiches géantes. Le substrat rocheux offre fissures et crevasses capables d'accueillir leurs œufs. Les femelles, plus petites, gardent leurs tentacules repliés. Elles les laissent pendre vers le bas. Les mâles, au contraire, arborent leurs gros tentacules musclés pour impressionner à la fois les femelles et leurs rivaux. Et lorsque la force ne suffit pas, il reste le jet d'encre. Inefficace. Arrière toute.
Seuls les plus forts pourront approcher les femelles. Comme ce mâle qui séduit l'élu de son cœur avec un spectacle lumineux. Une fois qu'elle a consenti à l'étreinte, le mâle dépose ses spermatophores, des capsules contenant les spermatozoïdes. Aussitôt après, la femelle se réfugie dans une crevasse pour échapper aux sollicitations d'autres mâles. D'un geste protecteur, son partenaire étale ses tentacules au-dessus d'elle. Si un prétendant se montre trop pressant, il le repousse. C'est le moment que choisit un rival plus petit, travesti en femelle, pour arriver par le haut. Les tentacules pendants, il s'approche furtivement. Il a toutes les apparences d'une femelle. Le mâle en titre est occupé à chasser les indésirables. À son retour, il constate médusé la présence de 2 femelles. Il ne va pas s'en plaindre. Sauf que l'imposteur et la femelle s'accouplent en catimini, tandis que le mâle monte la garde sans se douter de rien. Lorsque l'imposteur est démasqué, il a déjà accompli son forfait. Il reçoit une correction, mais sa ruse aura porté ses fruits.